Ok, on va commencer tout de suite. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire. Optimiser la correction de devoirs, donc notamment avec Moodle. On va commencer vite fait. Alors, j'ai mis toutes mes petites fenêtres un peu n'importe où. Du coup, je n'ai plus mes. On va commencer avec le plan. Donc, on va d'abord commencer un petit peu par quelques petites bonnes pratiques qui sont valables dans l'outil comme en dehors de l'outil. Donc, sur ce qui est la rétroaction. Pourquoi, comment mettre en place la rétroaction, la grille critériée, et puis mettre tout ça en pratique ensuite dans Moodle. Donc, si vous souhaitez parler, donc ça se présente plus tout à fait comme ça, peut-être, puisque là, on est en mode webinaire, mais en tout cas, si vous souhaitez parler, vous avez toujours la possibilité de lever la main, puisque Denis l'a fait là récemment. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire dans la petite boîte questions-réponses Q+R. On les traitera en fin de webinaire ou toutefois, certaines pourront peut-être être prises en cours de webinaire, si vraiment ça intervient juste au moment où on est en train de parler d'un élément précis. Donc, on va partir déjà sur Booklap. Donc, je vous invite tous à vous connecter à Booklap. Donc, www.booklap.com/correction Moodle. Il y a quelqu'un qui a levé la main, je ne sais pas. C'était pour le son qui n'était pas très bon. Ah. D'accord. Vous ne m'entendez pas bien? Ça coupe. D'accord. Je vais peut-être couper ma webcam du coup. Hop. Est-ce que ça coupe moins comme ça, là? Vous m'avez récupéré? Voilà. Donc, bon, je vais couper ma webcam. Ah, oui, je n'ai pas affiché le QR code. Est-ce que je peux encore le faire, ça? Hop, voilà. Donc là, je vois qu'on est 9. J'attends encore. Là, il reste quelques personnes qui doivent encore se connecter. Voilà, on va pouvoir partir. Donc, déjà, pour les habitués, du coup, comment vous avez eu connaissance du webinaire? Les questions un petit peu habituelles. Ok. Pour les personnes qui ne sont pas encore sur Booklap et qui souhaitent participer quand même, c'est parce que vous n'avez pas rejoint en tout début que vous ne pouvez pas rejoindre Booklap. Il y a toujours tout en haut l'adresse www.booklap.com/correction Moodle. Là, j'attends encore 4 personnes peut-être. Hop. On passe à la suite. Donc, votre école d'appartenance. Unité Atlantique. Ok. Vos attentes par rapport du coup à ce webinaire, donc là, vous pouvez rentrer un mot ou un groupe de mots, mais en essayant de faire le plus synthétique possible. Découvrir les bonnes pratiques, apprendre, affûter.
évaluation, analyser les pratiques, les devoirs maison, les examens, les feedbacks efficaces, super. Ça me rassure, donc je vise pas trop à côté. Ok. Creuser, automatiser. On sera moins dans de l'automatisation sur ce webinaire-ci, on sera moins sur les quiz en fait. Je vois qu'il y a quiz et automatisé. Mais malgré tout, on va quand même voilà, essayer d'optimiser pour que à la fois l'évaluation, qu'elle soit formative ou sommative, soit la plus efficace possible. Et puis aussi, peut-être faciliter pour vous l'aspect correction qui n'est pas toujours la plus sympa dans le métier enseignant. Alors, donc pour l'instant, avant ce webinaire, quelle est votre utilisation de l'activité devoir dans Moodle? Donc, vous avez basique, c'est-à-dire vous collectez les travaux de vos étudiants et puis voilà, vous les récupérez à cet endroit-là plutôt que de gérer du mail. Intermédiaire, c'est-à-dire que vous les collectez, vous les évaluez, que ce soit dans ou en dehors de Moodle. Et puis ensuite, vous allez venir remettre votre note ou votre feedback dans Moodle. Avancé, donc pour tous ceux qui utilisent des choses comme la grille critériée, l'évaluation à l'aveugle éventuellement, ou le workflow d'évaluation. Alors si vous faites les trois, vous êtes effectivement un utilisateur très très avancé. Ou alors si vous n'utilisez pas du tout encore le devoir. Donc je vois qu'on a une utilisation basique et on a quand même quelques personnes qui n'utilisent pas encore l'activité de devoir. Ce sera donc une découverte pour le coup. Et puis aussi, donc, je vais présenter aussi l'activité atelier dans Moodle qui permet en fait de l'évaluation par les pairs. Donc, est-ce que vous avez déjà mis en place des activités évaluées par les étudiants, où les étudiants s'évaluent entre eux en fait? Ça, c'est peut-être effectivement déjà un peu plus exotique, si je peux dire. Ok. Donc, quand même, finalement, si je fais la somme, vous êtes plus à ne pas l'avoir utilisé, mais que ce soit sans outils numériques dans Moodle ou sur d'autres outils comme FEM, par exemple, qui le fait beaucoup aussi, puisque là, il faut gérer des grands nombres quand vous êtes dans des MOOC, et donc l'évaluation par les pairs, c'est quand même le plus courant. Je vois que vous êtes une petite moitié, on va dire, un petit peu moins que la moitié. Donc on va commencer donc dans le vif du sujet, donc avec une petite introduction. Donc les rétroactions sont importantes, que vous soyez en présentiel ou en distanciel. Ça va vous permettre de mesurer la progression, à l'étudiant déjà de mesurer sa progression, de savoir peut-être aussi de connaître ses points faibles. Et puis vous, ça va vous permettre aussi d'évaluer en fait la compréhension et la progression de l'ensemble de vos étudiants dans le cours, puisque effectivement vous allez pouvoir voir quels étudiants en sont où, et puis surtout s'il y a vraiment une notion du cours, un point de cours, voilà, quelque chose où tous les étudiants sont un peu à côté. Ensuite, à distance, c'est encore plus important dans le sens où déjà il y a tout ce qui est partie communication informelle qui se fait plus a priori, c'est-à-dire qu'en fait vos étudiants là actuellement au niveau de ils peuvent plus forcément venir vous voir facilement à la fin du cours. Alors peut-être qu'ils peuvent encore vous interpeller si vous faites des visios, mais dans tous les cas c'est quand même peut-être un peu plus difficile, parce que souvent les étudiants en plus ils viennent vous voir individuellement. Voilà. Après, tout ce qui est communication non verbale aussi, qui est forcément plus difficile. Là, par exemple, moi, par exemple, là, je suis en train de parler, je ne vois absolument pas vos réactions. Donc, du coup, je ne peux pas savoir voilà, où vous en êtes. Donc, c'est vrai que dans la classe, des fois, vous voyez que derrière les yeux de tout ou partie de votre auditoire, il y a des fois des mouettes qui passent. Et donc là, vous dites, oh, il faudrait peut-être que je reprenne. Ou alors, ce qui m'arrive aussi des fois souvent, c'est-à-dire que je ne comprends pas moi-même ce qui est en train de sortir de ma bouche, c'est-à-dire c'est tellement confus que je sens que voilà, et donc de reprendre un temps pour revenir sur une notion
où voilà, j'ai parlé beaucoup, ça a été dense ou ça a été un peu confus, ça arrive. Et puis, toutes ces choses que vous ne pouvez pas sentir. Donc, des fois, c'est forcément beaucoup d'interprétation, mais dans tous les cas, ça vous permet aussi de pouvoir faire une pause et d'interroger vos étudiants à ce moment-là parce que vous sentez que dans la classe, voilà, il y a des chuchotages, des discussions ou autres, vous sentez que vous avez un peu perdu toutes ces choses-là. Donc là, la rétroaction, elle va devoir être davantage provoquée. Donc, il y a Sarah Le Marchand qui a fait mercredi un webinaire sur l'utilisation des techniques de rétroaction en classe dans l'enseignement à distance, qui est disponible en replay sur la pédagothèque. Que je vous invite à aller éventuellement consulter si vous n'y avez pas participé et si le sujet vous intéresse. Et puis aussi la rétroaction, là, ça va être aussi utilisé donc pour l'évaluation et puis aussi pour se préparer à l'évaluation. Donc, la rétroaction, à quoi ça ressemble? Donc, déjà, il y a 4 dimensions, c'est-à-dire que dans la rétroaction, vous allez pouvoir dire à vos étudiants les erreurs qu'ils ont commises, ce qui ne va pas à quel endroit. Les erreurs aussi de processus utilisés, ou alors, même si des fois, il n'y a pas d'erreur, pouvoir leur souligner, voilà, ils ont utilisé ce processus-là pour arriver au résultat, qui est bon, mais il y en a d'autres. Et vous allez aussi pouvoir le signaler. Vous allez aussi pouvoir revenir sur la structuration du travail. Donc là, on est plus d'un point de vue méthodologique sur voilà, l'organisation des idées, la clarté des idées, toutes ces choses-là. Et puis aussi sur la valeur, le sens, la signification finalement, c'est de savoir s'ils ont fait un bon travail ou un mauvais travail. Alors un mauvais travail, j'aime pas trop dire ça, mais en tout cas, forcément, de pouvoir leur signaler que c'est un bon travail ou qu'il y a une marge de progression éventuellement. Alors, la rétroaction, donc, elle va vous permettre de faire déjà le lien avec vos objectifs d'apprentissage, puisqu'elle va toujours être en lien avec les objectifs d'apprentissage que vous aurez définis en début en concevant votre cours, votre enseignement. Elle va inclure à la fois des éléments positifs et des éléments négatifs, c'est-à-dire que déjà, vous allez donner les points forts du travail de vos étudiants, éventuellement les réussites remarquables, c'est-à-dire des fois, ils arrivent à fournir plus que ce que vous attendiez. Donc là, notamment, c'est bien aussi de leur indiquer qu'ils sont au-dessus du niveau attendu. Après, ensuite, les points faibles, les erreurs. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de négatif, même si ce n'est pas toujours négatif de se tromper puisque ça permet effectivement de progresser. Et puis, toujours les pistes d'amélioration. Donc, voilà, les marges de progression, ce qu'il y a peut-être à aller revoir, à quel point du cours à revoir, quels documents complémentaires. Voilà. Vous allez pouvoir, dans vos rétroactions, donner de l'information, mais ne pas noyer vos étudiants sous l'information. Et puis aussi au niveau des destinataires de la rétroaction, donc quand c'est possible, éventuellement, quand vous avez l'effectif qui le permet et le temps aussi de faire une rétroaction individuelle à chaque étudiant, individualisée. Et puis, il ne s'agit pas non plus de se mettre en difficulté quand vous avez des grands groupes ou quand vous êtes sur des calendriers peut-être un peu plus serrés, de pouvoir peut-être noter tout en corrigeant les éléments, les erreurs ou les choses même positives qui reviennent régulièrement pour pouvoir ensuite faire un retour général à la classe. Est-ce que Katia a eu le QR code? Quelqu'un a pu lui donner le QR code ou... Je vois dans les questions-réponses. Je sais peut-être... ouais. Oui, normalement, elle l'a. Elle l'a? D'accord, Oui. super. Hop. Donc là, on va aussi revenir donc, sur le comment mettre en place, permettre à l'étudiant de progresser jusqu'à l'examen avec la rétroaction. Donc, du coup, déjà, peut-être permettre à votre étudiant de travailler par boucle itérative en plusieurs étapes. Donc, ça, c'est pareil, si c'est possible, si vous êtes sur une modalité de cours qui le permet, un petit effectif, voilà, de pouvoir en fait que l'étudiant puisse proposer son travail, éventuellement qu'il y ait une correction, que ce soit par vous ou par les pairs, et puis ensuite l'étudiant modifie son travail, et voilà. Donc tout ça c'est possible dans Moodle, à déterminer aussi combien de boucles vous souhaitez mettre en place pour un même travail par exemple.
Ensuite, vous allez aussi pouvoir permettre l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs. Donc, ce qui permet à l'étudiant de réfléchir, lui, à son travail, de se poser des questions sur son travail, au regard de la grille d'évaluation ou du barème que vous allez fournir, puisque forcément, vous allez fournir voilà, une grille ou un barème. Et donc, ça va aussi lui permettre de mettre en œuvre finalement le barème que vous, la grille que vous allez utiliser pour l'examen. Et puis, s'il passe sur de l'évaluation par les pairs, et ben, ça va lui permettre aussi d'avoir des voilà, nouveaux angles d'approche, puisqu'effectivement, il va corriger les travaux de ses collègues. Ce qui est aussi possible, c'est de travailler en boucle itérative, donc corrigé par les pairs. Voilà, c'est des réglages peut-être des fois un petit peu complexes et les équipes technopédagogiques seront là pour vous accompagner si vous êtes intéressé par ce genre de réglage. Vous allez aussi pouvoir prévoir un examen blanc ou un examen intermédiaire en contrôle continu qui va se dérouler dans les mêmes conditions que l'examen final et pour lequel vous allez pouvoir fournir des feedbacks qui vont permettre à vos étudiants de se préparer au mieux à l'examen final. On est là effectivement en ce moment dans des conditions d'examen qui sont peut-être des fois un petit peu sensibles et un petit peu anxiogènes pour les étudiants. Donc, gérer la temporalité aussi de l'évaluation. Donc, vous allez pouvoir leur fournir le barème ou la grille d'évaluation que vous allez mettre en œuvre pour évaluer leur travail avant l'évaluation. Et éventuellement, si vous en avez l'occasion, de prévoir un temps d'échange avec eux dessus, donc idéalement en synchrone, par exemple, avec la classe, pour vérifier notamment que tout le monde a bien pris connaissance et a bien compris tous les enjeux de cette grille ou de ce barème. Fournir votre rétroaction sur leurs travaux, que ce soit formatif, alors plutôt sur les évaluations formatives, puisqu'effectivement, ça leur permet encore d'ajuster et de progresser, mais sommative aussi. Donc, le plus rapidement possible, pendant que c'est encore frais, idéalement, quitte à en faire un plus bref rapidement et un plus complet par la suite, ou un pour la classe rapidement et un plus individualisé par la suite en fonction du temps et à nouveau des effectifs que vous avez. Prévoir aussi un débriefing sur la rétroaction, donc éventuellement, si vous en avez l'occasion aussi, un petit temps synchrone avec vos étudiants pour débriefer un petit peu sur leurs travaux, soit en classe, soit individuel ou sur rendez-vous aussi éventuellement. Et puis, alors l'idéal, c'est quand même de différer un petit peu la remise de la note, puisque finalement, en fait, les étudiants, ils sont quand même très focalisés sur la note, qui leur permet de valider ou non l'enseignement, le module. Du coup, voilà, le fait de différer peut-être cette remise de la note pour qu'ils puissent d'abord prendre connaissance de tous les retours que vous leur aurez fait ou que leurs collègues leur auront fait. Voilà, ça, si c'est possible. Et puis aussi, donc, dans Moodle, on aura la possibilité de venir implémenter une grille d'évaluation, une grille critériée. Donc, j'imagine peut-être que vous en avez déjà entendu parler, que vous en mettez peut-être même déjà en œuvre. Donc, ça consiste en un tableau à double entrée avec en ligne, en entrée, ce que j'évalue, et en colonne, le niveau attendu pour chacun des critères. Donc, ça permet d'objectiver votre évaluation donc entre les copies, puisqu'effectivement, entre la première copie et la dernière copie, on a tendance des fois à pas évaluer tout à fait de la même façon, parce qu'entre-temps, on a vu des choses différentes. Et du coup, voilà, il n'y a pas... il n'y a jamais vraiment, c'est jamais uniforme en fait l'évaluation sur un paquet de copies. Et puis entre évaluateurs aussi, si vous êtes plusieurs à évaluer une même matière, ça va vous permettre aussi d'objectiver votre évaluation et de tous évaluer sur la même grille, la même base, les mêmes critères avec les mêmes niveaux d'attente. Et puis aussi, du coup, votre grille, vous allez forcément la faire en tenant compte de vos objectifs d'apprentissage. Donc, ça va vous permettre au moment de l'évaluation d'avoir une cohérence avec vos objectifs d'apprentissage, de ne pas les perdre de vue, puisque, en fait, effectivement, vos différents critères vont être une déclinaison de vos objectifs d'apprentissage. Donc, hop, à quoi ça peut ressembler? Donc là, j'ai mes critères. Donc, énumérer les actions dans l'ordre chronologique, décrire ce qu'on est en train de faire, parler du climat, écrire en kanji. Donc là, on est sur un cours de japonais, par exemple, puisque voilà. Et ensuite, en niveau, non acquis, en cours d'acquisition et acquis.
par exemple. Donc, en général, on détermine 3 à 5 niveaux. Et donc là, si on regarde la grille remplie, c'est cette grille-là que vous allez pouvoir communiquer à vos étudiants. On voit par exemple que pour énumérer des actions dans l'ordre chronologique, non acquis s'il n'y en a pas, en cours d'acquisition s'il y a l'une ou l'autre des formes d'énumération. Donc il y a 2 formes par exemple là pour le coup, donc l'étudiant en a utilisé une sur les deux, et acquis s'il a pu sur une production écrite utiliser les deux formes, qui permettent d'énumérer les actions dans un ordre chronologique. Donc là, on est sur du quantitatif. On pourrait aussi faire du qualitatif. Là, c'est pareil, si je prends la dernière ligne, écrire en kanji. Donc là, je suis partie sur du quantitatif, mais on pourrait aussi avoir aucun kanji ou kanji approximatif. Et en dernier critère, en acquis, tracer des kanji impeccables, par exemple. Ah, vous avez des problèmes avec mon micro. Vous ne m'entendez pas? On t'entend bien, bah, pas très bien, mais on t'entend très, très, avec un bruit de fond un peu insistant. Alors, j'ai j'ai mon ordinateur qui... C'est très bizarre parce que j'ai pas de bruit de fond derrière moi, j'ai pas de télé, j'ai pas de bruit dans mon appartement. Non, non, Euh, je pense que ça peut être ton micro. Je ne sais pas si tu peux éventuellement les lever et parler directement au micro de ton ordinateur. euh, je peux... micro. Après, Je peux... on t'entend, c'est juste pour améliorer l'expérience des gens qui sont de l'autre côté. Vous m'entendez encore? C'est bizarre parce que j'ai jamais eu de problème avec ce micro-là. Vous m'entendez mieux là? Peut-être c'est un peu mieux. Tu peux Non, essayer, ça n'a pas l'air sinon... convaincu. Il y a des participants qui ont levé la main. C'est pour le micro aussi? J'ai mon... Hop, non. J'ai mon ordinateur qui est en train de ventiler, donc c'est peut-être ça, mais après je peux... Je pense que là, ça va mieux. T'as l'impression que ça va mieux? Parce que moi Oui. j'ai... D'accord, ok. C'est très bizarre, puisque c'est celui que j'utilise depuis le début, je n'ai pas changé de matériel, donc voilà. Bon, je continue comme ça, tu me fais signe, Angelo, s'il y a toujours un souci. OK. Donc là, je disais, donc ça, c'est la forme de la grille que vous allez éventuellement pouvoir communiquer à vos étudiants. Et puis, ce que vous allez pouvoir ajouter, peut-être toujours pour vous, mais si vous souhaitez le communiquer aux étudiants aussi, c'est la pondération entre les différents critères de votre grille, parce qu'il y a forcément des éléments qui sont peut-être plus importants que d'autres. Et puis éventuellement, donc là, moi, j'ai attribué des points par niveau, par critère. Donc voilà, 0 point quand c'est non acquis, 1 point quand c'est en cours d'acquisition, 2 points, ça pourrait être davantage personnalisé, voilà, ça pourrait être d'autres valeurs. Et donc du coup maintenant on va passer dans Moodle. J'ai mon espace de cours sur lequel j'ai mis des devoirs. Donc déjà on va passer rapidement sur les paramétrages du devoir. Donc vous allez mettre un nom à votre devoir. L'idéal, c'est quand même de mettre le nom du sujet. Bon, éventuellement, vous pouvez mettre la date aussi, par exemple, si c'est un devoir que vous faites à une date précise ou la date de rendu. Voilà. Alors ensuite, la description. Donc, vous allez mettre ce qu'il faut faire. Bon, ça, c'est la consigne. A priori, vous êtes plus ou moins... voilà, vous mettez en général votre consigne. Ça, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir mettre la note maximale et le barème ou la grille si vous ne passez pas par l'implémentation d'une grille directement dans Moodle. Si vous ne passez pas par de l'évaluation directement dans Moodle, vous allez pouvoir mettre à cet endroit-là la grille aussi. Donc, vous allez pouvoir ici insérer une image ou insérer un fichier ou en dessous venir déposer un fichier. La date de rendu, le créneau, si c'est un devoir que vous faites en ce moment, je sais que dans certaines écoles,
on fait des devoirs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un jour, on utilise le devoir Moodle, mais les étudiants doivent se connecter à un moment précis et le rendre au bout d'une heure ou 2 heures. Donc, ça ressemble à du devoir présentiel sur table, sauf que bah, forcément, comme on est à distance, ça se passe à distance. Le temps aussi accordé pour faire le devoir. Les documents, le matériel autorisé éventuellement, s'ils ont le droit de faire des recherches, s'ils ont le droit d'avoir leur support de cours. Les modalités de remise, s'ils doivent remettre en groupe ou seul. Éventuellement aussi, si vous avez des formats ou autres, ça j'en parle un peu plus tard. La possibilité ou pas de modifier son travail après dépôt, ça c'est important aussi de le signaler aux étudiants. Une fois déposé, par exemple, si vous avez bloqué la modification du travail après dépôt, une fois déposé, c'est terminé. Ça veut dire que c'est la version finale. Ensuite, vous allez pouvoir aussi voir peut-être le nombre et le format des fichiers attendus. Si vous attendez plusieurs fichiers et si vous attendez des formats bien spécifiques aussi. Et l'interaction avec l'environnement, donc ça c'est plus quand voilà, vous êtes en devoir sur table, mais à distance, couplé avec un outil de visio par exemple. Du coup, vous allez pouvoir préciser voilà, s'ils ont le droit, par exemple, d'aller aux toilettes ou pas d'aller aux toilettes, ce genre de choses, quoi. Ça peut paraître anecdotique, mais il faut donner un maximum d'informations pour pouvoir éventuellement réagir à toute situation. Donc ensuite, vous allez pouvoir autoriser la remise à partir d'une certaine date, d'une certaine heure. Et ensuite, vous avez la date de remise ou la date limite. Donc, moi, je conseille toujours de passer par la date de remise qui, en fait, n'est pas bloquante. La date limite, en fait, empêche les étudiants de remettre après cette date précise et cette heure précise. Et des fois, voilà, c'est très contraignant pour 1 minute parce que l'étudiant, il a perdu sa connexion à ce moment-là ou où il a eu un problème technique ou autre, ou juste il a loupé et à 1 minute près, ça ne fait pas beaucoup de différence. Quand vous utilisez la date de remise, il n'est pas bloqué. En revanche, vous voyez bien qu'il a remis après le délai. Ça, c'est bien notifié dans Moodle. Et combien de temps après ce délai. Donc voilà, vous pourrez ensuite juger, vous, si vous faites des choses... je vois encore les remarques sur le micro, c'est pour ça que voilà. Donc, si vous faites des choses, si vous appliquez des pénalités, par exemple, après autant de retard. Le type de remise, donc là, soit ils viennent uploader un fichier, soit ils passent par un texte en ligne, saisi en ligne. A priori, c'est souvent de la remise de fichiers, le nombre de fichiers maximum, la taille limite. Donc ça, voilà, ça va dépendre de ce qu'ont permis au maximum vos administrateurs Moodle. Si vous êtes sur des choses textuelles, peut-être 5 mégas, c'est suffisant. Enfin, voilà, ça dépend vraiment. Et là, vous allez aussi pouvoir bloquer le type de fichier que vous allez utiliser. Vous allez pouvoir dire, par exemple, je ne veux que du fichier PDF. Hop. Donc, il y en a beaucoup. Hop. Eh bien, je ne vois pas PDF. Ouais, il faudrait que je regarde plus en détail, là, il y en a vraiment beaucoup. Mais voilà. Après, on peut le préciser aussi comme ça, éventuellement. Je ne vais pas le mettre là. Donc là, c'est pareil. Bon, sachez que toutefois, bloquer le type de fichier, ça va peut-être signifier que vous allez avoir que vous allez peut-être avoir ensuite des étudiants qui vont vous contacter par mail parce qu'ils ont un autre type de fichier. Ensuite, au niveau du feedback, feedback par commentaire et annotation PDF.
éventuellement, si vous voulez proposer une copie de correction, enfin voilà, un travail de correction, vous pouvez mettre un fichier de feedback où là, vous allez pouvoir proposer un fichier pour vos étudiants ou télécharger leurs travaux, les corriger en local sur votre ordinateur, par exemple, avec Word, par exemple, et puis le réuploader. Voilà. Au niveau du réglage de la remise des travaux, donc vous pouvez exiger que les étudiants cliquent sur le bouton « Envoyer le devoir ». Moi, je vous conseille de toujours le laisser sur « Oui ». Ça vous permet éventuellement en fait, les étudiants vont uploader leur travail et il sera en mode brouillon sur Moodle. Ils peuvent le modifier jusqu'au dernier moment. Si vous passez à non, une fois qu'ils ont uploadé et du coup, ils ne pourront jamais le modifier, sauf à vous contacter et que vous réouvriez leur travail. Ensuite, donc du coup, la réouverture des travaux remis. Donc ça, c'est si vous voulez fonctionner par boucle itérative. Donc, vous pouvez manuellement corriger leurs devoirs et ensuite éventuellement leur réouvrir pour qu'ils prennent note des corrections et qu'ils l'améliorent. Ou alors automatiquement jusqu'à note de réussite. Et donc là, on viendra mettre ici une note minimale pour passer. Et donc, à chaque fois, vous allez les évaluer. Et s'ils n'ont pas obtenu cette note minimale que vous aurez paramétrée ici, le travail sera réouvert pour qu'ils puissent le modifier. Et puis, éventuellement, donc, si vous autorisez plusieurs tentatives, le nombre de tentatives. Donc, on va passer sur les notes. Donc là, vous avez les notes. Donc, vous allez pouvoir donc, choisir un système de barème de points. Voilà. Donc, là, on prend du point. J'ai mis sur 100, par exemple. La grille d'évaluation, donc méthode d'évaluation, donc évaluation simple direct, donc ça c'est vous mettez une note et un feedback, et après vous avez la grille d'évaluation, c'est là que vous allez pouvoir venir mettre votre grille critériée, la note pour passer éventuellement, donc l'évaluation à l'aveugle ou pas, donc là c'est en fait, si vous choisissez l'évaluation à l'aveugle, au moment de l'évaluation, vous ne saurez pas la copie de qui vous êtes en train de corriger, l'identité des apprenants sera en fait transformée en chiffres. Ensuite, savoir aussi si les étudiants savent qui les a évalués ou non. Donc ça, c'est si vous êtes plusieurs évaluateurs. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser aussi les flux d'évaluation. Donc en fait, c'est un workflow. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes plusieurs évaluateurs, vous allez pouvoir quand vous allez commencer l'évaluation d'un travail, vous allez pouvoir lui attribuer une petite étiquette en cours d'évaluation, ce qui permet d'éviter qu'un autre collègue qui serait aussi en train d'évaluer évalue le même étudiant que vous, prenne la même copie que vous, en fait, finalement. Donc voilà, ça vous permet de dire cette copie-là, on ne s'en occupe pas, je suis déjà dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je pense que c'est tout. Donc, hop, si j'enregistrais que j'affiche. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer du coup dedans. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vais prendre un rôle enseignant. Forcément, moi, je suis administrateur. Donc, du coup, je vois l'identité des étudiants. Mais vous voyez, un petit peu là, comme les étudiants sont... comme la correction est anonyme, du coup, mes étudiants ont des chiffres. Donc, vous avez la possibilité aussi de pouvoir venir corriger directement, dans l'outil de correction de devoirs de Moodle. Donc là, vous allez pouvoir, en fait, vous allez avoir, là on voit, donc j'ai le participant 492, je peux passer d'un participant à l'autre avec les flèches pour en sélectionner un précis ici, mais bon là, comme je suis en mode anonyme, ça n'a pas de grand intérêt. Je vais pouvoir ici, là, venir dire l'évaluation est terminée ou c'est en cours d'évaluation, c'est ce que je vous disais. Donc, pour pouvoir signaler que
vous êtes déjà en train d'évaluer cette copie-là. Vous allez pouvoir éventuellement proposer un feedback à votre étudiant. Et puis, surtout, vous allez avoir un ensemble de fonctionnalités qui va vous permettre de corriger les copies un petit peu comme vous le feriez voilà, sur une copie papier. On peut naviguer d'une page à l'autre, dire OK. Après, donc c'est bien si on a des terminaux tactiles. Ce n'est pas mon cas comme vous le voyez là actuellement. Vous avez aussi la possibilité d'aller plus vite avec des tampons, par exemple, d'encadrer des choses, par exemple, et de venir mettre des commentaires. Mais tout ça, c'est très bien mais tout ça, c'est très bien décrit dans une vidéo qu'a fait Julien Maurice et que je vous ai transmis, enfin qu'Angelo vous a transmis en fait dans la webographie. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Donc là, on voit ici, moi, que j'ai mis une grille et que j'ai déjà sélectionné des choses. Voilà. Et donc, une fois qu'on a terminé, on n'oublie pas bien sûr ici d'enregistrer ou enregistrer et afficher la suite. Donc, si je reviens à mon devoir, on voit ici là en haut, j'ai un petit menu pour naviguer. Consulter tous les travaux remis. Donc, on voit donc, les participants, bien qu'ils soient anonymisés. On voit qu'eux n'ont pas validé, c'était encore des brouillons. À ce moment-là, ça veut dire qu'ils peuvent modifier qu'ils peuvent encore modifier leur travail. Donc, ce que vous allez pouvoir faire éventuellement, c'est verrouiller les travaux remis. Donc, par exemple, vous allez pouvoir sélectionner tout et verrouiller la remise des travaux. Ou alors, empêcher l'ajout et la modification de travaux, mais là, vous devez le faire un par un. Voilà. Aussi, qu'est-ce que je voulais signaler? Donc, cette fonctionnalité de correction directement dans Moodle, elle est possible si vos étudiants y remettent en PDF. Donc là, par exemple, avec le document format Word, ce n'est pas possible, sauf si votre administrateur a activé la conversion des documents. Ce n'est pas le cas encore sur la pédagothèque. Du coup, là, par exemple, si j'y vais, on voit qu'il va me dire, en bas, certains des fichiers de travail remis ne peuvent être consultés qu'après téléchargement. Voilà. Donc, on va aussi passer sur la grille. Donc, si je veux implémenter une grille, donc ça s'implémente juste au niveau des devoirs, ça s'applique qu'au niveau des devoirs. Je vais pouvoir aller ici, évaluation avancée, définir une grille. Là, on voit la mienne qui est à l'usage, elle est déjà faite. Donc, on peut ici ajouter des critères. Voilà. Et ici, en colonne, ajouter des niveaux. On peut venir octroyer des points pour chaque critère. Et puis, on peut dupliquer un critère, etc. Donc là, on peut le supprimer aussi. Coordonnées. Et là, donc, on voit que j'ai bien désactivé le fait d'afficher les points de chaque niveau durant l'évaluation et aux participants évalués, ce qui permet de faire en sorte que les étudiants ne se communiquent pas la grille pour les premiers qui auraient été évalués tout de suite. Donc là, du coup, ils ont la grille, mais ils n'ont pas, ils ne savent pas combien de points ils récupèrent et ils ne peuvent pas mettre forcément en place de stratégie, bien qu'ils doutent forcément que le dernier critère, c'est quand même celui qui leur apporte le plus de points. Hop. Donc voilà, donc la grille, c'est quand vous êtes dans le devoir et vous faites évaluation avancée, en ayant bien sûr sélectionné en modalité d'évaluation la grille. Vous allez aussi pouvoir mettre en place des exceptions de groupe ou d'exceptions utilisateurs. C'est bien si vous avez des tiers-temps. Vous allez pouvoir dire par exemple que le devoir se termine un peu plus tard. Enfin voilà, vous allez pouvoir paramétrer des choses spécifiques à un étudiant ou à un groupe d'étudiants. À la fin de l'évaluation, vous allez pouvoir révéler l'identité des étudiants. Si vous préférez corriger en local, vous allez pouvoir télécharger tous les travaux remis. Donc voilà, j'ai fait très rapidement le tour du devoir. Si je reviens au niveau de mon espace de cours, on a vu aussi que j'avais mis en place l'évaluation par les pairs. Donc, c'est quelque chose qui se passe en 5 phases. Donc, quand j'ai paramétré, je vais quand même vous passer les paramètres.
Donc, à nouveau, le sujet, la consigne, etc. Exactement comme pour le devoir. En stratégie d'évaluation, moi, je suis passée par commentaire, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est que les étudiants se fassent des retours plutôt qu'ils viennent mettre des points à leurs collègues. J'ai mis 100% pour le travail remis, parce que là, en fait, il y a une pondération. La note est composée de la note pour le travail remis et la note sur le fait que l'étudiant a évalué, qui est attribuée automatiquement par la plateforme. Moi, je la passe à 0, puisque ce qui m'intéresse, ce n'est pas leur travail d'évaluation, mais c'est les retours qui vont se faire les uns aux autres. Après, chacun, voilà, c'est des stratégies qu'on a chacun. Voilà, la note pour réussir. Après, sur l'ensemble des autres critères, vous allez mettre, là aussi à nouveau, vous allez remettre la consigne pour la remise du travail. Vous allez leur mettre s'ils font un texte en ligne ou s'ils déposent un fichier ou les deux. Donc à nouveau, si vous autorisez la remise des travaux après délai, ce que je vous conseille, hein, ça vous évite quand même de gérer ensuite des mails parce que voilà, il s'est passé 5 minutes entre le moment où il a uploadé son travail et puis le temps que vous aviez mis. Voilà, ça c'est les principaux éléments sur l'atelier. J'enregistre et j'affiche. Ensuite, j'ai préparé mon formulaire d'évaluation. Donc là, en fait, ça, ce sont les critères de ma grille. Donc, on voit que j'ai remis la forme suspensive. Non, oui, enfin voilà. La forme suspensivité, la forme TK1. Ensuite, est-ce qu'il a décrit une action en cours? Non, il a fait ça ou il a fait ça. Et comme ça va permettre de guider un petit peu les commentaires que vont pouvoir faire mes étudiants. Les retours que vont pouvoir faire les étudiants aux autres. Donc, j'annule. Donc ensuite, on va remplir, on va venir fournir. Ça, c'est repris des paramètres. Voilà, on le voit ici. Attribuer les travaux. Donc là, soit vous allez attribuer manuellement, ou sinon l'attribution aléatoire. Mais c'est à faire une fois vraiment que les étudiants ont remis leur travail. Donc 3 à 5 travails à évaluer par l'étudiant. Ils peuvent éventuellement aussi s'auto-évaluer. Ou alors attribution programmée. C'est si vous passez automatiquement à telle date d'une phase à l'autre, si vous avez prévu que les différentes phases de la petite grille ici se passent, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire en sorte que les attributions se fassent aléatoirement, mais automatiquement. Voilà. Voilà. Et donc, pour vous donner un petit peu une idée de ce que voient mes étudiants, donc là, par exemple, mon étudiante, elle doit évaluer le travail de sa collègue. Et donc, elle a en fait le critère, enfin, aspect 1. Donc, elle a mes informations à moi. Et du coup, en fonction de ça, elle va pouvoir, sur le travail qu'elle a et qu'elle aura téléchargé, fournir un retour, savoir si c'est fait, pas fait, si ça peut être fait autrement, ce genre de choses. Donc ça, c'était pour l'atelier. Et du coup, on va revenir à la présentation. Et ensuite, on passera au temps de questions-réponses éventuellement que vous pourriez avoir. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Du coup, on va en discuter après. Donc, c'était effectivement on a survolé ces différentes activités qui ont plein de paramètres. Et je vous invite à vous rapprocher de vos services pédagogiques, technopédagogiques, si toutefois vous aviez vraiment des questions plus pointues. Éventuellement, si je mets beaucoup de choses dans ma webographie, vous pouvez regarder aussi. Donc, je vous invite à revenir vous connecter du coup au WooClap. Donc, après ce webinaire, est-ce que vous envisagez d'utiliser soit le devoir Moodle, donc le devoir, la grille critériée, l'atelier
le devoir et l'atelier. Alors, c'est du choix unique. Hein, donc, du coup, effectivement, vous pouvez faire qu'un seul choix. C'est pour ça qu'après, j'ai remis le devoir, la grille et l'atelier. Ou rien du tout, soit parce que vous êtes déjà au point sur... vous utilisez déjà tout ça ou une partie, ou parce que voilà, les autres éléments ou ces éléments ne répondent pas à vos besoins. Alors, si vous utilisez la grille critériée, on imagine bien que vous utilisez le devoir. Hein. Si vous sélectionnez grille critériée, on imagine bien que vous utilisez le devoir, puisque forcément, elle est implémentée que pour le devoir. Hop, encore une petite fenêtre. Je passe à la suite. Alors, le niveau de difficulté globale du webinaire, de très difficile à très facile. Alors, c'est difficile, peut-être pour la majorité d'entre vous. Effectivement, je montre beaucoup de choses. J'essaie aussi de vous donner tous les éléments à prendre en compte de tous les écueils que j'ai pu faire ou que des collègues enseignants ont pu faire et m'ont contacté ensuite savoir pourquoi ça ne fonctionnait pas. Voilà, j'essaie de bien attirer votre attention sur les points de vigilance. Après, c'est vrai que c'est dense, vous n'aurez pas besoin de tout, ça c'est sûr. Le webinaire a-t-il correspondu à vos attentes? De oui, beaucoup, oui, assez, non, pas vraiment, ou non, pas du tout. Alors effectivement, il y a peu d'automatisation pour les personnes qui avaient peut-être parlé des quiz et parlé de l'automatisation. C'est peut-être effectivement de permettre à vos étudiants de s'évaluer entre eux dans un premier temps sur un devoir par exemple, donc de mettre en place un atelier et une fois qu'ils se sont évalués entre eux, ils peuvent modifier leur copie et vous la remettre à vous dans un devoir par exemple. Ça vous permet d'avoir un premier niveau de retour que peuvent avoir les étudiants de leurs collègues et ensuite d'améliorer leur travail par rapport au retour qu'ont fait leurs collègues et du coup vous d'avoir déjà une copie qui a été retravaillée par exemple. Une copie ou un travail. Hein. Voilà, et donc du coup je vous propose là maintenant de passer aux éventuelles questions. Alors, je ne sais pas comment procède. Je vois que Anne-Sophie parlait copie, c'est-à-dire concrètement. Alors, quand je parle de copie, c'est copie, travail. Je ne sais pas ça dépend vraiment de votre matière. Ça peut prendre des formes très différentes. Je participerai plus. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question était simple, c'est que j'enseigne la physique et donc les étudiants ont souvent des équations à écrire. Et moi, j'aimerais faire un examen en direct. Donc, je me tâte pour l'instant entre une version QCM, que je n'aime pas pour ce type d'examen, ou une version un peu plus devoir. Mais alors là, pour écrire, leur demander de scanner, ça me paraît pas possible. Et fichier, ça n'ira pas non plus en temps réel. Ils n'ont pas de connaissance de langage qui leur permet de matérialiser les équations, enfin de saisir des équations dans Word ou sur le web. Pas du tout. Mais ça, c'est plus long pour du temps réel. Ça, ils vont perdre du temps avec ça. Je pense que je vais essayer les QCM qui existent aussi, je crois, sous Moodle. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Je vais essayer de penser autrement l'examen. Oui, ça peut être, ça c'est quelque chose qu'on avait évoqué brièvement sur les premiers webinaires sur la scénarisation des cours. On avait parlé un petit peu de l'évaluation.
mais ça peut être de leur demander le résultat. Et par contre, pour chaque question, voilà, ils vont saisir le résultat obtenu à l'équation, ce qui fait qu'ils gagnent du temps en termes Ouais, c'est ça. de saisie des équations. Et par contre, peut-être de venir leur demander de uploader une photo du processus. Comme ça, vous, pour certains résultats qui vous paraissent peut-être, enfin, qui vous interpellent, de pouvoir aller voir la photo du processus, enfin, voilà, de comment l'étudiant est arrivé à ce résultat-là, de son calcul, de pouvoir aller vérifier ça. Ouais. Donc, ils répondent et hop, ils uploadent une photo. D'accord. Et donc, voilà, vous ne regardez pas forcément toutes les photos. A priori, si le résultat est bon, sauf si c'est quelque chose qui est possible parce que vous avez un petit effectif ou qui vous intéresse de faire. Mais en tout cas, pour les résultats qui vous interpellent, vraiment vous demandez comment ils sont arrivés là, c'est aussi une possibilité. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, comment on a la garantie que l'étudiant n'a pas accès au sujet avant la date et l'heure du début de l'examen? Alors moi, c'est quelque chose aussi, effectivement, que je voulais vous montrer. Donc, et que je n'ai pas fait. Je vous montre ça tout de suite. Effectivement, c'est important. Donc, quand on est dans les paramètres du devoir, on peut, là, ici, cocher, et surtout, c'est important que ce soit coché. Hop, c'est pas ici. Ouais, c'est ici, c'est ici. Toujours afficher la description. Il faut le décocher. Comme ça, vous êtes sûr qu'en fait, la description, elle est affichée qu'à partir du moment où l'heure ici, donc là, le 23 avril à 9 h, par exemple, arrive. Donc la description s'affichera, ils n'auront pas connaissance du sujet. Pour l'anecdote, j'ai une fois une enseignante qui, en fait, s'était pas rendu compte effectivement que la description était accessible et qui m'est arrivée en catastrophe le lundi matin à 8 h dans mon bureau pour un examen à 10 h en disant ils ont tous consulté le sujet. Et donc, on a modifié le sujet ensemble, on l'a bien caché. Et il paraît qu'il y a eu des mines déconfites au moment où ils ont pris connaissance du sujet. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille quand même, c'est d'aller dans les réglages courants et de cacher votre devoir pour les étudiants. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir que vous allez préparer votre examen pour qu'il le commence, par exemple, le 24 à 14 h. Et puis, en fait, le 24 à 14h12, vous allez toujours avoir des étudiants qui sont en train de se connecter parce que voilà, ils ont des soucis techniques ou autre. Bref, il sera peut-être 15 le temps que vous ayez votre classe complète. Et donc, du coup, à 15, vous allez manuellement venir afficher là le devoir qui sera accessible à partir du 24 à 14 h. Mais dans tous les cas, vous êtes sûr que si certains ont des difficultés à se connecter, les étudiants qui, eux, n'en auraient pas, n'auront pas connaissance du sujet avant les autres. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Frédéric. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et oui, je crois que Denis il a posé une question dans les côtés conversation. D'accord. Alors, je l'ai perdu, mon onglet conversation. Il est quelque part, mais je ne le vois plus. Attends, je suis en train de... Je ne sais voilà, pas si tu as... je l'ai. Alors, Denis, un étudiant a-t-il la possibilité d'exprimer son désaccord sur une correction effectuée par l'un de ses pairs? Alors, eh bien, je ne pense pas qu'il ait dans l'interface la possibilité de ensuite exprimer son désaccord. Alors, dans la mesure où c'est du formatif et où ce serait que des commentaires, il en tient compte ou il n'en tient pas compte pour améliorer son travail, c'est quelque chose que vous pouvez préciser. Si ça a une valeur effectivement de... s'il y a une note est attribuée dans une activité de correction, enfin, corrigée par les pairs, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on conseille d'attribuer 3 à 5 devoirs. Comme ça, en fait, ça permet de lister un petit peu entre les évaluateurs qui seraient peut-être un peu rudes et puis ceux qui seraient un peu plus flexibles. Et il me semble aussi que l'enseignant a toujours la possibilité d'ajuster la note d'un étudiant
Donc, l'étudiant peut toujours quand même venir vous voir et peut-être vous allez effectivement être d'accord avec lui et vous aurez la possibilité à ce moment-là d'ajuster sa note. Il me semble que Julien est là, donc Julien, n'hésite pas à me corriger si je dis des bêtises. Alors, il y a des personnes qui ont levé la main. Et justement, Julien. Vous m'entendez? Ça va? Vous m'entendez? Oui, vas-y. Ouais, c'est bon. Pour ta question spécifique, je ne sais pas par rapport à la note, si on peut la modifier a posteriori. Je pense que oui. Oui, il me semble que oui. Je pourrais vérifier, mais je pense que oui aussi. Je n'ai jamais fait personnellement. Sinon, je vais juste faire quelques rajouts, mais ça va pas forcément être très long. Mais simplement, peut-être préciser que on peut faire travailler également les étudiants par groupe, mettre les devoirs en groupe. Donc, c'est-à-dire vous pouvez leur faire déposer un travail par groupe de 3 ou 4. Ça peut éventuellement les faire collaborer, etc. Ça peut être intéressant pédagogiquement. Et puis peut-être pour vous également, que ce soit plus simple pour la correction, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Par contre, ces travaux de groupe ne sont pas possibles sur les ateliers. Donc ça, il faut le savoir. L'évaluation par les pairs, c'est uniquement individuel. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait par exemple des évaluations par les pairs comme ça, par l'atelier individuellement. Et ensuite, ils apprenaient les uns avec les autres, si on veut. Et ensuite, ils déposaient par groupe leurs travaux. Donc ça peut être une méthode éventuellement intéressante. C'était formatif, l'évaluation par les pairs. Ensuite, il y avait le côté plus sommatif qui était le dépôt final. Sinon, juste pour terminer, c'est vrai que je pense que c'est vrai que pour certains, ça peut paraître un petit peu complexe, mais juste pour vous rassurer, une fois que vous avez mis, par exemple, au départ, souvent on va commencer par créer un devoir. Le plus simple, ça va être de créer un devoir, demander un dépôt en PDF avec des commentaires, par exemple, écrits, ça peut être ça simplement. Et une fois que vous avez pris la main avec ce genre de pratique, vous verrez que vous en avez fait une fois, 2 fois. Après, vous pouvez éventuellement peaufiner un peu les choses, avoir d'autres paramètres, etc. Mais simplement, c'est vrai que, comme le précise Camille, là, vous avez vu peut-être tous les paramétrages assez fins. Il faut savoir qu'en général, on n'a pas forcément besoin d'utiliser tous ces paramètres très fins. Ça dépend vraiment de votre besoin. Mais juste pour vous rassurer, en tout cas, pour le devoir n'est pas une activité très compliquée à mettre en place. Après, l'atelier, pour être honnête, c'est un petit peu plus compliqué. Ça demande plus de travail, ne serait-ce que pour définir une grille, etc. Enfin, voilà. Donc ça, c'était un point que je voulais rajouter. Et puis un tout dernier, puis après, j'en aurai fini. C'est vrai qu'il y a peut-être, par rapport à la grille d'évaluation, je ne sais plus Camille, mais je crois qu'il y a deux choix. Il y a la grille critériée, je crois, et il y a une autre grille. Et il faut bien... Voilà, il faut bien penser, choisir le deuxième choix qui est plus pertinent, je trouve. Ça permet de créer la grille justement cliquable, etc. Je ne sais pas si tu avais. Tu vois moi, j'ai choisi la grille et le mien est cliquable. Et la note est calculée automatiquement. Ouais. Alors, dans le type de grille, je sais plus. Alors, je sais pas où c'est que tu peux retrouver ça. Ouais, ça va être dans Notes, je crois. Notes. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, il y a grille d'évaluation. Alors, il y a deux. C'est quoi? Grille d'évaluation et grille d'évaluation. Ok, je ne sais pas pourquoi en fait c'est les mêmes. Normalement, c'est deux termes différents, mais c'est peut-être pas le cas pour cette plateforme. Si, c'est un guide. Guide et grille. Ah, voilà, c'est ça, guide. Voilà. Effectivement. Alors, moi, je conseille la grille en fait. Je conseille la grille d'évaluation. C'est ce que moi, j'ai montré. Voilà. Donc le guide, c'est un peu différent, c'est moins pertinent, je trouve. Donc juste pour information, c'est important parce qu'il y en a qui pourront confondre les deux. Mais en tout cas, la grille d'évaluation est super pertinente. Moi personnellement, je l'utilise vraiment tout le temps maintenant quand je fais des groupes. Donc là, voilà, par exemple, si j'y retourne, on voit quand j'ai évalué, hop, on voit ce que là j'ai sélectionné. Au début, c'était tout blanc et donc on voit que j'ai sélectionné ici aucun utilisation. Voilà, c'est super rapide à corriger. En plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre des commentaires pour chaque critère. Si tu vas un petit peu sur ta droite, Camille, au niveau de ta grille, il n'y a pas ici. Ouais, tu n'avais peut-être pas forcément. Voilà, on peut commenter chaque critère. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui travaillent avec les compétences, par exemple, pour vraiment, si vous mettez toutes les compétences à la suite et dire voilà pourquoi c'est pas acquis, pourquoi c'est acquis, et pour chaque élément, et vous pouvez ensuite faire un commentaire global. Donc, vraiment, je vous conseille d'utiliser cette fonction-là. Donc, voilà, en gros, en tout cas, merci Camille. C'est vrai que moi, j'ai appris des choses que je n'avais pas forcément fait attention d'ailleurs, et notamment le fait qu'on peut exiger une note minimale et puis qu'il redépose à chaque fois, etc. Ça, c'est plutôt intéressant également. En tout cas, merci pour sa présentation. Merci, Julien. Et est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les publics qui voudraient lever la main? Il y a deux participants. Ouais, je pense qu'il y a Sophie et le micro il est ouvert.
si vous voulez participer. Oui, donc c'est Anne-Sophie. Moi, j'ai une question par rapport à la création. Vous le faites sous Moodle ou sous Moodle Exam, des examens, des créations de devoirs? Alors, modèle examen, je ne sais pas ce que c'est. C'est une solution qui est propre à votre école? On l'a par l'Université de Strasbourg. J'ai découvert ça. Donc, je ne sais pas si ça a des spécificités un petit peu différentes. Je ne l'ai pas encore utilisé. Alors, je sais pas. Nous, on le fait sur Moodle. Donc, du moins, moi, je vais dire pour IMT Lille Douai, puisque je suis localisée à IMT Lille Douai. Après, je sais que certaines universités, il y en a une dans laquelle j'ai travaillé par exemple, avaient mis en place une deuxième plateforme Moodle qui était vraiment extrêmement verrouillée pour des examens en présentiel. Avec, voilà, il y avait Ouais, ça tout un doit être système ça. de verrouillage. Mm. En vrai, c'était une plateforme Moodle, mais juste ils avaient vraiment tout verrouillé pour que les étudiants ne puissent pas communiquer entre eux à travers de la plateforme, pour qu'ils ne puissent pas passer d'un cours à l'autre, etc. Et qui servait effectivement pour tout ce qui était examen euh, sommatif, pour recréer des conditions d'examen euh, en salle informatique. D'accord, merci. Et voilà, et je ne sais pas, je ne vois pas plus de questions, donc si on n'a pas plus de questions, je pense qu'on peut clôturer, c'est l'heure déjà 13h30, donc Oui. merci beaucoup Camille. Ah bah, merci à vous, et puis désolé du coup pour ces problèmes techniques, c'est la première fois qu'ils se présentent. C'est pas de chance. Après, ça s'entendait bien, mais c'est juste qu'on pouvait, si ça se pouvait améliorer, c'était mieux. Donc, merci pour tout et merci aux gens qui sont venus, qui sont venus participer. Et la semaine prochaine, il y aura notre dernier webinaire de la deuxième série, animé par Julien. Donc, je vous invite à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Et sinon, pour ceux qui sont inscrits, on se voit mercredi prochain. À bientôt. À bientôt, au revoir.